Bienvenue dans un nouvel épisode des Tontons Golfeurs, où Sébastien, Antoine et Kevin débattent, décrypte, échangent autour de leur passion commune, le golf. C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer et notre but est de vous donner accès à nos échanges, notre expérience, nos analyses ou encore des interviews exclusives grâce à nos connexions dans le monde du golf. Alors que vous soyez en voiture ou à la maison, merci de votre attention et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Tontons Golfeurs. Le 24e, me semble-t-il, messieurs. Bonjour Kevin, Antoine, vous allez pouvoir confirmer tout ça ? Merci d'être de retour parmi nous, Sébastien. Ça nous fait très plaisir de te voir. Oui, c'est vrai qu'on enfin. a l'impression que ça fait 3 mois que tu es parti, mais bon, tu as des obligations de joueur professionnel de golf, donc bien évidemment. Ça va être enfin un épisode intéressant du coup. Non, c'est surtout, c'est parce que j'ai été obligé de mettre les Tontons Golfeurs de côté, messieurs. Je suis désolé, j'avais mon activité principale qui me prenait trop de temps. Et donc du coup, avec nous, on n'est pas tout seul, messieurs, aujourd'hui. On n'est pas tout seul. On a un homonyme, Sébastien aussi, mais Clément, son nom, toi, tu as été plus simple, tu as fait un nom composé, prénom, tout ce qu'il faut. Sébastien Clément, salut mon Seb. Salut les gars. Salut Seb. Salut, Seb. Donc, Sébastien, c'est assez simple. Déjà, pour commencer, nous, on va parler de nos sponsors, donc tu te présenteras après. Donc, vas-y, Kevin. Ouais, alors, nos sponsors, on remercie évidemment Callaway qui nous soutient dans tous nos projets. Un grand merci à eux pour tout le soutien des tontons et tout au long de l'année. Un grand merci aussi à Golf Planet, Média Digital. Vous avez un calendrier, vous avez plein de choses à gagner sur le calendrier de l'avant de Golf Planet. Il y aura aussi des choses à gagner pour des tontons, donc n'hésitez pas à y participer. Et aujourd'hui, une mention spéciale pour notre nouveau sponsor qui est déjà présent depuis quelques temps puisque vous avez pu voir apparaître des shortcuts sur Instagram et sur les différents réseaux sociaux, donc des petites vidéos, des tontons golfeurs. Et tout ça, c'est grâce à notre sponsor qui est autre que Wally Club Maker, que je vais présenter. Donc Wally Club Maker, spécialiste sur mesure depuis 1991. C'est une société familiale qui a été gérée et créée par Wally, qu'on appelle aussi Philippe Alidor si vous le connaissez sous un autre nom. Wally, on le connaît tous. Hein, on a tous fait un moment ou un autre, que ce soit professionnel ou pas professionnel, appel à ses services pour régler différentes choses sur nos clubs. Donc voilà, on est très content de pouvoir parler de lui aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est surtout Hugo, son fils, qui développe toutes les activités de Wally Club Maker. Donc on remercie, et puis c'est à l'initiative d'Hugo qui sont sponsors aujourd'hui. Donc c'est un grand merci à lui, et qui est soutenu aussi par Thomas Linard, qui est un de nos amis et qui était ancien joueur du Tour européen et avec qui moi je travaille à Longchamp au quotidien. Donc voilà, c'est un plaisir en tout cas de pouvoir parler d'eux. Pour faire très court sur Wally Club Maker, donc c'est 5 magasins à Paris et en Normandie et 6 centres de fitting. Le plus emblématique, c'était Golf Repair Shop, qui est porte de Champéret. Et maintenant, il y a aussi un magasin d'outlet, Wally Golf Outlet, qui est juste à côté. Et évidemment, il y a le il y a le magasin à l'hippodrome de Longchamp où je travaille. Il y a les centres des fittings un peu partout et des pro shops comme à Saint-Cloud, au Havre, voilà. Donc on est très heureux de les avoir, c'est une grande aide parce que c'est beaucoup de travail. On remercie aussi Antoine qui travaille pour Hugo et Wally. Alors Antoine qui n'est pas moi, Antoine qui est quelqu'un qui travaille. Il y a beaucoup de Seb, beaucoup d'homonymes partout, mais voilà. Non, Antoine Cavellé qui s'occupe en fait de tous les réseaux sociaux pour Wally et puis tous les montages et beaucoup d'autres choses et c'est lui qui s'occupe du coup de faire tous ces montages là. Donc on le remercie parce que ça demande beaucoup de temps et puis il le fait très bien et nous on n'a plus qu'à valider. Donc c'est assez plaisant de pouvoir fonctionner avec lui comme ça. Donc voilà, un grand merci en tout cas à eux. On a pris un peu de temps pour les présenter. Parce qu'on est, on est très content de cette nouvelle à apporter dans les tontons avec les vidéos. Et pour fêter ça, on va faire un petit concours avec les tontons golfeurs et Wally Club Maker. Vous pourrez voir sur les réseaux, il va apparaître, je pense à peu près à la sortie de cet épisode. Et il y aura un driver Ice Smoke à gagner. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à participer et à nous soutenir toujours. Voilà, un grand merci. J'espère que je n'ai pas été trop long et que Sébastien est toujours là avec nous. et on va passer à l'épisode. Les deux, Sébastien, vu que moi, je ne suis pas tout le temps là. Donc, Sébastien, tu as
Voilà, une particularité, c'est ton métier. Nous, c'est un métier. Moi, j'ai eu l'habitude de travailler avec des gens qui font ton métier. Antoine et Kevin moins. Mais c'est une partie du golf. En fait, je préfère quand t'es pas là, en fait. c'est une partie du golf professionnel qui est importantissime et relativement en fait méconnue. Donc, je vais te laisser en dire plus sur ce que tu fais. Alors moi je suis cadet, c'est simplement porter le sac du joueur, qui est du joueur pro, qui est sur les tournois. On peut le résumer un peu comme ça. Je vais servir un peu de copilote aux joueurs. Ça fait combien de temps du coup maintenant ? Ça va faire 20 ans, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. J'ai commencé le premier tournoi où j'ai cadayé 2004. Donc quelques années avec un peu moins de tournois au début. J'ai fait 5-6 tournois les 2-3 premières années, mais après plein temps, 25-30 semaines par an. Ouais, et sachant que on rappelle quand même que tu es un bon golfeur, tu as quand même été champion de France amateur on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais quand même. C'est un peu l'équipe de France. À côté des Henri Delamaze, et autres Antoine Schwartz, tu fais partie des grands noms pour avoir gagné la Gannet. Qu'est-ce qui t'a emmené dans le cadayage ? Quels ont été les premiers joueurs ou joueuses avec qui tu as travaillé ? Et comment est-ce qu'en fait, souvent ça commence un peu en dépannant, et comment est-ce que ça en devient véritablement un métier ? C'est un peu ça, c'est un peu le hasard de la vie. Tu tombes sur une phase de vie où moi j'étais dans les équipes de France, au Pôle France, et où j'ai rencontré ma première femme sur cette période-là, qui elle était déjà sur le tour européen féminin. Et de fil en aiguille, je suis venu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et on a fait des bons résultats à chaque fois que je cadayais. Et puis voilà, j'ai arrêté de jouer pour cadayer full time, on va dire. Un peu le hasard de la vie, quoi. Il y a une question qui est assez intéressante et qui revient assez souvent sur le rôle d'un caddie, parce que on parle de caddie, on peut très vite voir le porteur de sac, mais est-ce que tu peux essayer de décrire en quelques phrases quel est ton rôle de A à Z lorsque tu es avec ta joueuse ou ton joueur ? Quelques phrases, honnêtement, c'est chaud à décrire. Oh, t'inquiète, on a 1 heure, tu peux y aller. Il y a un peu de tout, sur le cadayage, évidemment. Il y a porter le sac et puis être là ici, donner les conseils de distance, donner les conseils de club. Mais ça c'est sur un peu l'instant présent quand tu vas jouer un drapeau un peu long du green, un peu fond de green. Quelle stratégie on aborde ? Est-ce qu'on a le bon club parfait pour y aller ? Est-ce qu'on peut assurer un peu devant parce qu'on est entre 2 clubs ? Ça c'est l'instant T, on va dire. Mais après en dehors de ça, il y a tous des choix où on peut parler un peu de setup de club où tu vas faire le sac en fonction du parcours. Certains parcours tu vas avoir peut-être besoin d'un fer, d'un hybride, d'un bois, et tu vas plutôt orienter sur tiens, cette semaine-là on a besoin d'un hybride dans le sac, on peut enlever le fer 3, ça sert à rien. D'autres semaines il faut faire attention sur les bounces un peu des sandwedge, quel bounce on va jouer. Donc il y a un peu un travail aussi en amont de préparation du sac des clubs pour aller jouer ce tournoi. Après, une fois qu'on est dans le tournoi, c'est un peu des choix de club, des choix de jeu. Mais voilà, c'est un peu tout ça le cadayage. Et après, c'est aussi motiver aussi le joueur, arriver à le maintenir la tête hors de l'eau quand il est un peu dans le bad, ou au contraire de le temporiser un petit peu quand il est un peu. Donc c'est là où je voulais en venir. Tu as aussi un rôle, sans lui prendre son métier, du préparateur mental, du psychologue lorsque tu es avec ton joueur. Exactement. Ouais, on reste quand même 10 heures par jour avec le joueur. Donc il faut avoir une certaine alchimie avec le joueur, il faut le connaître suffisamment pour savoir comment il fonctionne, essayer de matcher à son fonctionnement, et puis après trouver les bons mots au bon moment pour essayer de faire les meilleurs choix possibles. C'est un peu comme un couple, quand on est un peu en couple, il y a des fois où là il faut laisser faire les choses. Là, il faut prendre un peu plus le lead de temps en temps. Donc, c'est un peu. Dieu merci, on n'est pas 10 heures par jour avec notre. C'est pour ça que je pars 25 semaines par an, moi. T'inquiète pas. Mais c'est vrai que ça doit être pas facile au quotidien. Et est-ce que justement, il y a des. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous citer les différents joueuses et joueurs avec qui tu as travaillé et avec qui tu travailles ? Et dans un second temps, sans forcément nous citer, est-ce qu'il y a des personnes avec qui ça a été très bref, justement à cause de cette alchimie qui se faisait pas ? Alors, chronologiquement, donc j'ai commencé avec Virginie Lagoutte pendant 6-7 ans. Ensuite, j'ai basculé avec Gladys Nocera
pendant 5 ans de mémoire, jusqu'aux Jeux Olympiques à Rio en 2016. Ensuite, j'ai basculé chez les hommes avec Grégory Avray pendant 2 ans. J'ai fait 6 mois avec Adrien Sadier. J'ai fait que 6 mois avec lui parce que je m'étais engagé avec Julien Guerrier, mais qui était blessé, il s'est fait opérer. Parce qu'il avait raclette. Il avait une petite blessure. Il était blessé. Donc du coup, j'ai attaqué à sa reprise. On a bossé du coup 2 ans et demi avec lui. Et puis j'ai fait un essai. Je suis parti faire un essai avec Pauline Roussin-Bouchard aux États-Unis, 1 an. Et ça s'est arrêté. Et je suis revenu après chez les hommes en Europe avec Mathieu Pavon pour la saison 2023. Et ça s'est arrêté fin 2023 et j'ai basculé avec Hugo Cousseau. Actuellement, je suis toujours avec Hugo là, pour la saison 2024. On a fait ensemble et on va attaquer 2025 maintenant. Ok, donc des beaux noms que tout le monde connaît. Voilà, donc c'était l'homme derrière le sac. C'était lui. Donc déjà bravo hein, pour toute ta carrière et qui n'est pas finie d'ailleurs. Et est-ce que à chaque fois là il y a des noms que t'as pas cités dans le sens où t'as fait juste quelques essais et hop tu as arrêté ou à chaque fois t'as fait quand même au minimum 6 mois entre guillemets avec j'ai la chance moi de pouvoir me mettre en stand-by de cadéage parce que j'enseigne également à la maison, donc ça me permet d'avoir le temps de voir venir un peu les opportunités, les joueurs, et je veux toujours m'engager avec des longues périodes. Je veux pas forcément faire du one shot et que ça s'arrête. Donc j'ai besoin d'avoir une alchimie avec le joueur pour pouvoir travailler avec lui. Donc c'est souvent un engagement assez long terme. Et sans citer les noms, bien sûr, parce que ça ne nous regarde pas en soi, la raison principale pour laquelle ça s'arrête avec les différents joueurs et joueuses que tu as eu au bout de 2 ans, au bout de 6 mois, enfin voilà, 6 mois, on savait c'était Adrien, mais au bout d'à peu près, tu disais à peu près entre 2 et 5 ans, on va dire, ça s'arrête pour quelle raison? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que ça vient de tous les deux? Est-ce que ça vient d'une engueulade, tu vois, sans citer? Il y a eu de tout sur les 20 ans, il y a eu de tout. Il y a eu des fins de carrière un petit peu, qui ont perdu leur droit de jeu, donc du coup, indirectement, c'est plus intéressant de cadayer après sur le Challenge Tour ou quoi. Où c'est plus difficile pour le joueur de se payer un caddie pour aller travailler sur le Challenge Tour. Ensuite, il y a eu des choix de ma part à un moment donné, ou des opportunités où je me suis dit tiens, je veux essayer ça, je vais essayer notamment pour les partir aux États-Unis pour Cadet et Pauline. Je me suis dit tiens, j'ai jamais fait, donc je veux essayer de voir. Et puis il y a des arrêts où on sent que les résultats commencent à pas être bons, la communication est plus bonne, ça fait 1 an qu'on tourne, il y a une espèce de routine qui s'installe, et à un moment donné, il faut un déclic pour le joueur, pour que lui, il sauve soit sa carte, soit qu'il atteigne ses objectifs, quoi. Donc à un moment donné, il faut dire, allez, là, il faut changer quelque chose. Et on sait que le caddie, il est souvent le premier piston à sauter avant même le coach technique. Donc on sait que voilà, quand ça va mal, quand des périodes un peu creuses du joueur pendant 2, 3, 4 semaines, il joue pas très bien, là, il y a un petit doute du joueur, et à ce moment-là, on peut vite sauter. Toi, c'est un stress pour toi, ça, quand tu commences à voir que ça justement que le joueur t'écoute un peu moins, que c'est en train d'un peu se briser. Toi, ça devient un stress ou comme tu dis, comme tu enseignes à côté, tu te dis voilà, moi je sais que ça va être une transition entre 2 joueurs et t'es pas plus inquiet que ça. Non, alors moi c'est pas vraiment un stress pour moi. J'ai la chance de pouvoir enseigner. Si je trouve pas de sac, par exemple, je cadre avec personne, je suis à la maison, j'enseigne, tout va bien. Au niveau financier, c'est pas une contrainte, mais c'est vrai que c'est pour certains joueurs, pour certains cadets, pour cadets, c'est vraiment, eux, ils ont pas de travail à côté, hein. Nous, on travaille que 25 semaines par an, les cadets, pour essayer de faire un revenu sur l'année. Donc, si les cadets, eux, se font virer, c'est des fois un stress. Et le fait de pas avoir peur de se faire virer, tu peux vraiment dire les choses, clairement aux joueurs. Tu peux dire, attends, là, il y a une connerie, tu fais une connerie, c'est pas bon. Donc t'as plus cette angoisse de te faire virer, quoi, si t'as quelque chose un peu à côté.
certains cadets font le dos rond Ouais, pour c'est essayer vrai de garder que leur job, et ça, c'est pas bon, quoi. Ouais, c'est vrai que Kevin parle de la notion de stress parce que, bon, il faut savoir que le job de cadet, le dimanche soir, le joueur peut t'annoncer qu'il ne souhaite pas continuer la collaboration. Tu peux ne pas t'y attendre comme t'y attendre. Et ce qui fait que dès le lundi, tu te retrouves, entre guillemets, au chômage technique. Donc, c'est vrai que c'est une vie, c'est pas une vie de CDI. C'est une vie où, du jour au lendemain, on peut te dire, bah, écoute, je suis désolé, je souhaite arrêter la collaboration pour telle raison. Puis voilà, bonne journée et puis bon courage. Je pense que c'est important aussi de le notifier, même si les joueurs ne sont pas ingrats à ce point-là, mais il faut comprendre que du jour au lendemain, tu peux ne plus avoir de boulot. Et ça, c'est vrai que c'est... alors, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, il y a quelque chose aussi qu'il faut surtout pas oublier de dire, c'est que c'est exactement la même chose pour le caddie. C'est-à-dire que le caddie, il a beau être avec un joueur, l'avantage qu'il n'y ait pas de contrat et que ça soit pas des CDI, c'est qu'on voit toujours le côté, le joueur peut virer le caddie, mais ça arrive très très souvent que le caddie vire le joueur aussi. Parce qu'il a une meilleure opportunité sur un sac qui fait plus d'argent, ou là où le projet sportif est plus intéressant, ou justement parce qu'il sent qu'il va bientôt se faire peut-être un peu dégager, donc il prend les devants, c'est qu'en fait, le joueur aussi peut se retrouver sans caddie le dimanche soir, et ça arrange tout le monde, en fait, ce côté CDI en serrant juste la main, mais il n'y a rien de signé. Mais de pouvoir partir à n'importe quel moment, aussi bien pour l'un que pour l'autre, en fait, c'est mine de rien, ça arrange tout le monde. Ouais. Oui, je parlais moi plus aussi derrière sur le côté financier, parce que oui, c'est vrai que quand même un joueur a plus de rémunération financière qu'un cadet, et je pense que le stress peut être plus important de la part du cadet que du joueur sur ce niveau-là. Donc c'était aussi par rapport à cette dimension, il y a toute la partie organisation professionnelle, tournoi ou autre, mais sur la partie financière, faut pas un moment se leurrer, c'est que l'argent te permet de vivre, donc partir du jour au lendemain, du moins que le joueur l'argent, c'est que décide... du papier, Antoine. Toi, t'aimes pas l'argent, Antoine. C'est que du papier, l'argent, tu t'en fous. T'as raison, exactement. Donc Non, mais- c'était plus sur mais- cette dimension-là. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, de souligner que à partir du moment où tu as ce stress-là, et c'est ce que disait Sébastien, tu commences à faire, entre guillemets, moins bien ton travail parce que tu es plus là en train d'essayer de limite être d'accord avec le joueur pour pas le contrarier ou pas. Enfin voilà, et tu fais plus forcément ton métier de la bonne façon. Tu lui fais pas faire forcément les bons choix parce que tu as plus de mal à aller le confronter dans cette peur justement de perdre ton job. Donc je pense qu'effectivement, de savoir que des deux côtés ça peut basculer, ça laisse une liberté aussi de pouvoir voilà, s'exprimer et puis faire les choses. Tu essaies de faire bien ton job et puis ça passe ou ça passe pas. Bien sûr. T'as eu des moments là où ça a été très très compliqué de dire quelque chose à un joueur, mais là où il fallait absolument que tu le dises. Après, tu sais, quand il y a une boulette de fait sur le parcours, et que tu prends un bogey, tu prends un double ou machin, le joueur, tu sais très bien, t'es des joueurs, j'en ai pas content, même un joueur en amateur, dès qu'il fait une croix sur un parcours, il fait un peu la gueule. Donc là, la discussion, elle devient un peu plus difficile. Il faut trouver juste les bons mots, le bon moment, la bonne intonation pour parler. Mais des fois, le joueur, ça m'est arrivé qu'un joueur me fasse la gueule, c'était une joueuse qui me fasse la gueule pendant 15 trous, quoi. Parce que j'avais fait une petite boulette et que voilà, il y avait plus de son, plus de lumière, on parlait juste des numéros et terminé. Donc ça, c'est, t'as beau essayer d'attaquer la conversation, quand c'est fermé, c'est fermé. Ouais. Seb, j'aimerais qu'on commence à parler un petit peu de ton rôle sur toute la semaine, notamment sur le planning. Tu vois là, tu as fait une excellente saison avec Hugo Cousseau, qu'on félicite pour sa première année sur le Tour européen. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe du lundi au dimanche? Est-ce que ça t'arrive, et je pense aller sur le parcours sans le joueur pour pouvoir le reconnaître au préalable pour que dès que tu arrives avec lui, bam, ça puisse être plus simple? Est-ce que tu peux nous parler du lundi matin jusqu'au dimanche soir, la façon d'organiser toute cette journée, toute cette semaine? Ouais, après c'est assez semblable d'une semaine sur l'autre. En général, on arrive le lundi, donc suivant les vols, t'arrives le lundi midi, t'arrives le lundi soir, ça va dépendre un petit peu des vols, des connexions et tout ça. Tu voyages de temps en temps avec le joueur ou t'es tout seul, t'es toujours de ton côté? On se débrouille, nous les cadets, on se débrouille complètement pour nos réserves d'avion. C'est à nous de gérer complètement ça. Donc si notre joueur est dans le même vol que nous, tant mieux ou tant pis. Je veux dire, il y a pas vraiment d'importance. Le joueur se débrouille avec son vol. Il habite à différents endroits de France et donc il n'a pas forcément le même vol. Et moi j'arrive, je choisis mes vols à moi. Donc des fois c'est rare qu'on soit dans les mêmes vols. Ça peut arriver, mais ça n'a pas d'incidence. Donc le tout c'est d'essayer d'arriver avant le joueur pour que le lundi on puisse déjà aller récupérer les carnets, essayer de marcher 9 ou 18 trous.
Si on a des vols qui arrivent assez tôt, on essaie même de jouer 9 trous. Le joueur essaie de jouer 9 trous le lundi matin. La semaine, elle va se disséquer si tu joues pas le programme. Parce que le mercredi, il y a le programme avec tous les sponsors. Mais sur les 150 joueurs qui jouent le tournoi, il y en a à peu près 40, 50 qui vont jouer le programme. Et donc, si tu fais partie de ceux qui jouent le programme, tu organises ta semaine en faisant 9 trous le lundi, 9 trous le mardi et 9 ou 18 trous de programme le mercredi. Mais si tu joues pas le programme, eh ben il faut absolument essayer quand même de faire ta roco à fond. Donc le mardi, on essaye de faire 18 trous pour bien reconnaître le parcours. Et le mercredi, c'est que l'entraînement. Tu peux rester que sur le practice, putting green, chipping green, et sans aller sur le parcours. Nous, les cadets, on va souvent marcher le soir, le mardi soir ou le mercredi soir. On retourne chercher des informations sur le parcours. Le mercredi soir, c'est pas mal parce que les arbitres ont déjà marqué le petit point de peinture pour le drapeau du lendemain. Donc ça, nous, on va voir exactement où est-ce qu'il est. On va compter combien de mètres il est du bord, combien il y a de la cassure. Donc toutes ces petites informations-là pour après être prêt dès le jeudi. Et après, jeudi, vendredi, t'envoies les 2 tours. Et t'espères jouer le dimanche, quoi, samedi dimanche. Ouais, avant une partie, du moins une journée de compétition, si le joueur joue l'après-midi, est-ce que ça t'arrive également d'aller sur le parcours le matin pour aller vérifier certaines choses, même si tu as déjà pris les informations au préalable, comme les positions de drapeau, mais par exemple, je pense qu'on vous annonce pas au départ où sont les boules de départ, parce qu'elles peuvent changer d'un jour à l'autre, faut le savoir. Donc, est-ce qu'au préalable, tu vas marcher le parcours, bien évidemment, quand le joueur joue l'après-midi? Ça dépend un peu de la configuration des parcours, mais si le joueur il joue à 14h, ouais, dans tous les cas, on est au golf à 10h, donc on va essayer de marcher un petit peu le parcours. On a l'information des boules de départ le matin, savoir s'ils ont été avancés de 20, 30 mètres. T'as le setup du parcours le matin qui est mis. Ouais. Donc quand on joue l'après-midi, il sort autour de 10h, 11h ce setup, donc on sait à peu près qu'on peut avoir les informations. Sinon, on va voir de nous-mêmes, et on va plutôt voir pour savoir comment la balle réagit sur tel ou tel green, comment les joueurs ils attaquent tel ou tel drapeau, on voit le spin de la balle sur les greens. C'est plutôt ces informations-là qui est-ce que le parcours du jeudi au vendredi devient plus ferme, du vendredi au samedi devient encore plus ferme. Donc voilà, il y a une évolution constante un peu du parcours, et voir si ça a évolué de ce côté-là. Est-ce que, donc là tu nous parlais du lundi au dimanche, et plusieurs choses, est-ce que ça t'arrive de faire des semaines d'entraînement avec les joueurs ou les joueuses? Enfin, j'imagine que oui, pour vous préparer aussi, mais ça arrive souvent dans la saison où tu fais une semaine, alors c'est peut-être pas une semaine, ça peut être quelques jours, où tu te déplaces, vous allez à un endroit tous les deux, vous allez voir le coach ensemble. Est-ce que le coach te donne un rôle entre guillemets technique, de check-up ou de vérification pendant certaines semaines? Quel est ton rôle au milieu de cette équipe et de ce staff? Est-ce que tu as un rôle complémentaire qui s'ajoute, et les semaines d'entraînement, est-ce que tu en fais? C'est vrai qu'on a un rôle un peu où on va lier les informations entre le joueur, les coachs, que ce soit le coach putting, le coach technique, il peut y avoir le coach physique également. On va faire remonter un peu toutes ces informations, également avec les stats, on fait pas mal de stats. Donc on dit sur une phase des 3 derniers mois, qu'est-ce qu'on a fait? Peut-être que on a eu beaucoup de wedges qui ont fini à droite. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est le matériel un petit peu? Est-ce que le club il serait pas un peu trop flat? Donc à voir s'il faut checker le matos. Et on a nous vraiment un peu ce rôle-là de faire remonter les informations. Si le joueur des fois est pas très objectif, moi je touche du bois avec Hugo en ce moment, il est très carré, très objectif, donc ça c'est super d'avoir les mêmes remontées en fait que je peux avoir également. Mais si on vient pas souvent faire des séances d'entraînement, on est déjà pas mal absent, la vie de famille elle est quand même assez contraignante quand t'es loin. Les seules périodes où on vient un peu plus tôt, ça va être un peu janvier, ou 3-4 jours avant le tournoi à Dubaï, on vient pour vérifier pour réessayer le driver souvent, pour essayer des nouvelles balles, pour essayer un peu des wedges, pour reprendre un peu tout à plat.
Mais sinon, les joueurs ne sont pas dans une relation où ils font 100% confiance au cadet sur un plan technique. Et nous, les cadets, on veut pas venir dans ce secteur-là. Parce que si sur le parcours ça va pas bien, on veut pas qu'ils nous disent ah ben tiens, pourquoi la balle je l'ai fait sortir à gauche, etc., etc. Donc nous on reste dans un rôle de jeu sur le parcours et après il faut se débrouiller avec les outils que l'on a sur le parcours et faire une séance de practice après le parcours si besoin. Donc voilà, on n'a pas énormément de séances de semaines on va dire d'entraînement. Et pour nous les cadets c'est un peu chiant honnêtement. On est sur des parcours, on n'a pas de carnet, on fait tout à la jumelle, on connaît. Bon, c'est sur des parcours que si on les connaît tant mieux, mais on sait pas où sont les positions de drapeau, donc on va presque plus se jouer avec les joueurs quoi à ce moment-là, mais que s'entraîner. Et est-ce que par contre là on a parlé d'un point de vue technique, mais t'as quand même une vraie part. Alors j'aime pas utiliser ce mot vu qu'il y a des gens dont c'est le métier, mais en tout cas psychologiquement tu peux être un soutien particulier pour un joueur ou une joueuse quand tu es avec elle sur le parcours. Donc est-ce que si le joueur ou la joueuse est suivi psychologiquement ou par un préparateur mental ou quoi que ce soit, est-ce que ça t'arrive d'être en échange avec ces personnes-là de attention, parce que lui, peut-être que de temps en temps toi tu parles comme ça aux gens, mais avec lui ça marche pas du tout, faut plutôt essayer ce biais-là pour ce canal-là pour entrer avec en discussion avec lui dans tel moment ou pas, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait pas beaucoup? Non, on est en permanence en lien. Alors et après il y en a certains prépa mentales qui veulent nous inclure et veulent nous parler, et moi je trouve ça un peu essentiel, et il y en a d'autres qui disent non, moi je traite qu'avec le joueur, terminé, merci, au revoir. Les prépa mentaux, et des fois ils veulent pas nous parler à nous. Puis après, ça doit dépendre des joueurs aussi en soi. Il y a des joueurs qui sont plus ouverts ou qui ont plus envie que le staff soit soudé les uns avec les autres. Après, ça, je pense que ça dépend aussi des nationalités de ton staff. Il y a parfois, c'est peut-être plus facile quand ils se connaissent déjà d'avant et dans d'autres et qui ont entre guillemets la même langue maternelle, ou qu'ils soient tous français ou tous anglais, voilà. Ou tous voilà. Ça dépend un peu du comment est composé le groupe, hein, mais moi c'est vrai que ça soit avec Mathieu ou avec Hugo, on avait un contact avec le prépa mental, hein, qui est important. Donc il y a des briefings, des fois il y a des axes de travail à mettre en place sur le parcours, il y a des petites phrases à donner aux joueurs à des moments un peu, voilà, on a un peu des outils aussi pour ça quoi. Moi j'avais des questions par rapport à qui serait intéressante, je pense, pour les personnes qui nous écoutent, maintenant de rentrer peut-être un peu plus sur ton rôle, enfin pas sur ton rôle, sur le parcours, les informations que tu vas chercher, aussi bien pendant les reconnaissances. Est-ce que le trou il monte ou il descend, parce que c'est lourd le sac. Donc savoir un petit peu les informations que tu viens chercher le lundi, mardi, mercredi, et les informations auxquelles tu prêtes beaucoup d'importance pendant le tournoi et que tu es avec le joueur le jeudi et puis le reste du tournoi. On vient regarder déjà un peu on vient vérifier les carnets de parcours. Les carnets ils sont faits, de temps en temps il y a des petites erreurs, donc il faut les trouver. On vérifie après les distances de carry de bunker, ou à combien est le bunker, à combien il faut pour y aller. Et ce qu'on vient vérifier qui est pas sur le carnet, c'est le rough, la densité du rough en fait. Est-ce que des fois le rough il est plus costaud d'un côté que de l'autre? Et là pour les joueurs amateurs, un petit truc, si vous avez sur vos parcours, des fois des parcours qui sont un trou de golf qui est d'est en ouest, et ben le soleil, la manière dont vient le soleil, un trou d'est en ouest avec un peu des arbres, vous aurez toujours un côté du trou où le rough il sera énormément dense. Alors que l'autre côté du trou, il y aura quasiment pas de rough parce que le soleil aura tapé dès le matin et l'été ça aura brûlé le rough. Alors que de l'autre côté, il va y avoir un rough qui va être très costaud. Ça c'est des petites astuces de dire je préfère rater peut-être dans le côté du rough où c'est bien, où c'est grillé parce que je vais avoir aucun problème pour jouer la balle. Alors que si du côté du rough où c'est dense, je peux plus sortir la balle quoi. Donc nous on va décaler après la ligne. Par rapport à ces informations-là, on va décaler la ligne, non pas sur le milieu du fairway, mais peut-être un peu plus du côté où le rough est facile à jouer. Donc voilà, ça fait partie des infos que l'on prend. Et après, autour du green, on prend en général Hugo, il utilise pas mal Decade.
Donc on utilise un peu des chiffres de se dire voilà, est-ce que je peux attaquer le drapeau et combien je peux marger par rapport à ça. Donc est-ce que je peux attaquer à fond le drapeau parce que la butte elle revient vers le drapeau et donc là je peux vraiment y aller dedans, ou est-ce que là c'est vraiment dangereux, c'est un bunker qui est profond et il faut prendre un peu plus de marge. Donc on va noter un peu autour du green sur des positions de ce qu'on appelle short side, quand le drapeau il est près du bord droit par exemple, s'il y a un bunker à droite, et ben là on va peut-être prendre plus de marge. Alors que si du côté gauche il n'y a pas de souci, c'est une butte qui revient et que le drapeau il est à 3 mètres du bord, comme il était à 3 mètres du bord droit, on va prendre beaucoup de marge, mais là il est à 3 mètres du bord gauche, ben peut-être qu'on va y aller plus dedans, dans le drapeau, parce que c'est plus simple au niveau de l'atterrissage du drapeau. Donc c'est toutes ces informations-là pour après pouvoir faire le meilleur choix tout de suite sur le Juste moment. pour rappeler aux personnes qui nous écoutent, tu disais qu'Hugo utilisait pas mal Decade. Decade, enfin vous me direz si je me trompe, hein, mais c'est en fait de jouer sur les statistiques de dispersion de chaque club en fonction aussi, parfois ça peut être aussi plus que chaque club, ça peut être aussi chaque club et en fonction de la trajectoire, draw ou fade, les dispersions. Mais en gros, ça permet de potentiellement sur chaque coup de golf que tu tapes, savoir où il faudrait que tu t'alignes pour être le plus optimal possible, on va dire, sur c'est ça. par rapport en au gros, stade. c'est un exemple simple, c'est que nous on prend 5% de dispersion. Donc si tu as un coup, tu as le drapeau à 140 mètres, tu vas considérer que tu vas jouer à 7 mètres du bord du green. Donc que le drapeau il soit à 2 mètres du bord, à 3 mètres du bord, 4 mètres du bord, 5 mètres du bord, 6 mètres du bord, dans tous les cas, toi ta cible, c'est toujours 7 mètres du bord du green. Et donc, des fois, tu vas dans 90% du temps, tu vas mettre ta balle dans 5% de dispersion, que ce soit à droite ou à gauche. Des fois, tu as la chance, elle va se rapprocher du drapeau, mais des fois, elle va s'éloigner un peu du drapeau, mais tu seras quand même sur le green. Et à Decade, on rajoute la difficulté. Si c'est un bunker, du coup, c'est 7 mètres plus encore 2 mètres de marge pour éviter ce bunker, parce qu'il faut absolument l'éviter ce bunker. Ou sinon, c'est 7 mètres et on enlève un parce que la butte, elle va te faire revenir vers le green. Donc, ça te permet de décider mathématiquement ta cible par rapport au drapeau. Et c'est vachement intéressant ce que tu racontes parce que sur les personnes qui nous écoutent et puis même à tout niveau, là tu viens de dire que les meilleurs joueurs du monde jouaient à 5%, donc à 5% et qui prennent du coup 5% de marge au minimum sur chaque coup. Donc vous imaginez bien que quand vous essayez, ceux qui nous écoutent, de jouer systématiquement les drapeaux, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut arriver à se dire que vous jouez peut-être à 10 ou 15%, ce qui serait déjà pas si mal en dispersion sur l'année. Et vous regardez sur des distances comme disait Seb, à 140 mètres, ça fait 14 mètres. Donc il y a un moment, si la dispersion est trop grande, vous n'allez pas jouer de l'autre côté du green non plus. Mais voilà, de jouer des centres de green, ça a quand même du sens quand on écoute que les meilleurs joueurs du monde essayent de jouer sur ces stats pour pas se retrouver dans un bunker où ils vont être injouables, tout ça pour aller chercher un drapeau. Ils vont pas chercher les drapeaux, ils jouent des zones et ils jouent par rapport à leur dispersion. Ouais, on est carrément l'exemple du par 3 du 16 au national que tout le monde connaît. Quand le drapeau il est dans la languette un peu court à droite là-bas, il est genre 5 droite. Tous les joueurs, ils vont jouer à peu près 7-8 mètres à gauche du drapeau. On va jouer cette zone-là. Et ils vont se forcer pour finir 7-8 mètres à gauche du drapeau. Et des fois, très souvent d'ailleurs, ils font pas le coup parfait. Et donc la balle, ils font un peu en push. Et ils font un peu le push qui va dans le drapeau, et la balle, elle arrive donnée. Tout le public applaudit, waouh, c'est génial, qu'est-ce qu'il est fort et tout ça. Non, c'est juste qu'il a fait un coup qui est moyen, mais il a choisi une très bonne cible. Et sa dispersion, elle était juste du bon côté. Il aurait pu faire le même shot avec la même dispersion, mais de l'autre côté, il aurait été à 15 mètres, personne n'aurait applaudi. Mais là, c'est le hasard qui a fait que dans son swing, il a fait un coup qui est parti un peu plus près du drapeau. Ouais, tu soulèves un point là que j'adore là où sur les coups, on entend en général les commentateurs télé qui souvent ne sont pas forcément des très bons joueurs de golf et qui du coup sont incroyables, quel coup mais en fait, il jouait pas là. C'est juste que c'est pas quel coup, c'est quelle bonne réflexion sur le coup et quelle bonne connaissance de son jeu.
Mais comme tu dis, le drapeau 16 au Natio ou le drapeau 15 au Natio, à droite, celui qui met à moins de 5 mètres du drapeau, il allait pas là. Dan Bradbury cette année au 15 où il est déjà à moitié dans l'eau et le drapeau il est à droite, il tape, oui, c'est vrai, il visait pas à droite du drapeau là, c'est une évidence. Donc c'est juste sa dispersion dans le pattern et c'est juste du bon côté. Ouais, je prends comme exemple là parce qu'on en a parlé il y a quelques jours avec Antoine Rosner là qui s'est brillamment qualifié pour le PGA Tour l'année prochaine. Lors du 3e tour où il jouait avec Rory McIlroy au trou numéro 18 de Jumeirah, donc c'est un par 5 avec une attaque de green qui est pas forcément évidente et après un gros drive, il lui restait un coup de fer et le drapeau est juste dans l'une des positions les plus horribles parce qu'il est court à gauche avec l'eau qui est à gauche, donc c'est extrêmement compliqué et il disait que sur ce coup-là, il avait joué 8 mètres, 9 mètres à droite et qu'il avait complètement poulé le coup et que la balle s'était retrouvée du coup à 2 mètres même pas du drapeau mais 1 mètre plus à gauche que ce qu'il était, il aurait été dans l'eau, c'est-à-dire qu'il visait 8 mètres à droite, il s'est retrouvé 9 mètres à gauche de ce qu'il souhaitait viser et c'est là où il disait l'intérêt des statistiques par rapport à la dispersion, que si jamais il avait décidé de jouer 6 à droite, la balle elle aurait été dans l'eau, il n'aurait pas terminé avec cette eagle pour pouvoir terminer en avant-dernière partie, le dernier tour. Donc je pense que c'est, comme tu dis, extrêmement important de connaître cette dispersion par rapport à votre jeu pour pouvoir anticiper ce genre de choses et pour qu'au final des très bonnes réflexions se transforment parfois par des coups très juste parce que tout ça est intelligemment pensé. Ouais, et puis on a tous en tête des finishes de Tiger, de Rory avec des coups Tiger, vraiment, tu dis rien. Tiger, c'est toujours c'est toujours ce qu'il voulait faire. Mais un peu dans le même format que le 15, tu vois, du national, avec dans la languette. En fait, les coups, ils sont bien pensés. Effectivement, il va jouer un centre de green 10 mètres à gauche avec un léger fade, mais il sait que s'il la loupe, il a une dispersion qui va jusqu'au drapeau. Et puis, ce jour-là, ça fait que, voilà, il a peut-être un peu plus d'envie aussi parce qu'il y a le moment où pour aller gagner, etc. Mais il a pas joué tout droit sur le drapeau au milieu de l'eau et il s'est dit, tiens, je fais un tout droit et puis on y va, quoi. Soit ça passe, soit ça passe pas, quoi. Je pense à Ricky Fowler également. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour l'exemple du drapeau du 16, c'est que même si tout le monde la joue 8 à gauche, aligné 8 à gauche, tout le monde espère la faire tourner dans le sens du drapeau. Donc, quand quelqu'un la fout à 1 mètre à gauche du drapeau, c'était OK, bien pensé. Il jouait pas exactement là, mais c'est quand même là qu'il espérait aller au fond de lui. S'il la fout à droite du trou, s'il la fout à droite du drapeau, oui, là, on est vraiment dans... il s'en sort bien, il a bien fait de viser. Mais le 8 à gauche... il va quand même essayer de chercher à la faire rentrer un peu, au moins sur le rebond. Tu vois, déjà qu'elle se rapproche d'un ou 2 mètres. Si tu vises 8 à gauche de drapeau, il faut que tu fasses tout pour la finir 8 à gauche du drapeau. C'est après le hasard, ton pattern de dispersion qui te l'amènera vers le drapeau. Mais toi, il faut que tu cherches absolument pas à grignoter 2-3 mètres. Sinon, ta cible, tu la changes. Il faut que ta cible elle soit 8 à gauche, tu vas chercher à la mettre 8 à gauche. Et si la balle elle te part parfaite, tu seras 8 à gauche. Ouais, c'était plus dans l'optique, tu vois que quand tu prends tu t'alignes 8 à gauche, par exemple on parlait des effets tout à l'heure, ça dépend si t'es monotrajectoire ou pas, mais peut-être que tu vas choisir un coup qui dans ton pattern met plus un pattern à droite qu'un pattern à gauche, tu vois ce que mais dans tous les cas, tu t'alignes. Alors, si tu vises, ta cible, elle est 8 à gauche. Si tu veux la faire en fade, tu vas peut-être t'aligner 10-15 à gauche et la faire sortir 15 à gauche et rentrer pour qu'elle finisse 8 à gauche. Ouais, on parle pas de l'alignement, on parle de où tu veux finir. Tu veux chercher à finir 8 à gauche. Que tu la mettes en draw, en fade, balle basse, balle haute. Le but ultime, c'est d'essayer de la mettre, de déplacer ton petit curseur. Ok, je veux que ça soit mon centre de ma cible. Et après, il faut que tu gardes ton esprit à oublier le drapeau, quoi, tout simplement. J'aimerais qu'on parle également des attaques de green et notamment autour du putting. Est-ce que tu fais en sorte à ce que le joueur se retrouve avec le putt le plus facile pour lui? Par exemple, un joueur qui aime bien les putts droite-gauche un petit peu en montée. Est-ce que lors d'une attaque de green, tu vas te dire, écoute, voilà, je te conseille de jouer cette zone-là parce qu'on sait qu'on va avoir le putt en montée un peu droite-gauche qui sont les putts que tu affectionnes le plus, ou tu en prends pas du tout compte? Alors, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'il y a plusieurs contextes. On va dire, si jamais vraiment il y a des gros plateaux. Il y a des gros plateaux où le drapeau est souvent en bas du plateau du bas. On veut éviter absolument d'être sur la partie haute du green. Parce que les greens sont assez rapides et en fait, du plateau du haut, tu peux pas faire arrêter la balle
vers un drapeau bas. Tu peux toujours être en bas, ta balle en bas avec un drapeau en haut, c'est pas gênant. Ça, tu peux peut-être vers le haut, la balle elle va s'arrêter. Mais d'être au-dessus du drapeau, avec des greens très rapides, des fois tu peux pas mettre la balle près du trou, quoi. T'es simplement mort. Tu vas la mettre à 2-3 mètres minimum au mieux. Donc ça, on fait attention à ça. Mais après derrière, sur on va dire un green qui a une inclinaison standard, qui a pas de plateau. On va pas chercher forcément à dire le joueur il préfère un droite-gauche, je vais essayer de le mettre en droite-gauche. On prend une cible et c'est le hasard qui va faire de la dispersion, qui va faire qu'on va se retrouver avec un putt droite-gauche, gauche-droite, ou en montée ou en descente. Je crois tu peux me dire Antoine si j'ai faux, mais je crois qu'il y a une stat concernant la réussite des putts, je crois qu'il y a 60 ou 70 cm de différence de réussite entre un putt en montée et un putt en descente. Par exemple, il vaut peut-être mieux le putt de 3 mètres en montée a autant de chances de réussite qu'un putt de 2,50 m en descente. Donc ouais, j'ai pas la stat, mais ça, ce qui est certain, c'est que ça va vraiment dans ce sens complètement. Donc c'est très faible quand on se dit il faut absolument assurer le putt en montée. Non, il faut se mettre plus près. Dès que t'es plus près, t'es plus près. C'est pas grave si t'as le putt un peu en descente. C'est ridicule la distance de statistiques là-dessus. Donc non, on va pas chercher à avoir un peu de droite-gauche, gauche-droite. C'est pas... Quand t'as un coup de 150 mètres, tu sais que ta dispersion, dans tous les cas, tu vas la mettre 7-8 mètres autour de ce que tu vises. Donc t'es pas assez précis pour te dire, tiens, je vais me mettre du 2 mètres à droite du drapeau, c'est un peu le côté short side, mais j'aurai un peu de droite-gauche. Non, ça c'est le hasard. Ouais. Ok. Donc juste attention au plateau, quoi. Quand c'est vraiment sur des greens rapides, tu sais que tu vas plus pouvoir l'arrêter, Mais voilà, si ça reste juste une pente générale du green, tu le prends pas vraiment en compte. Tu t'en moques, exactement. Ok. Sur les autour du green, est-ce que tu fais chipper du coup, par exemple Hugo, mais même les autres, est-ce que pendant la reco, tu les fais chipper du côté court? Ou tu les fais chipper du côté long par rapport... En fait, tu anticipes quoi, en fait, comme situation de chipping autour des greens? On anticipe un peu tout. Hein. De toute façon, c'est difficile de faire tous les chips autour du green. Sinon, il faudrait faire comme Mickelson pour Augusta. Il faudrait y aller 2-3 jours avant où il fait 6 trous par jour juste au niveau de chipping autour des greens. Mais on met des hypothèses sur quelques short side qui sont compliqués pour surtout lui faire comprendre aux joueurs, ok, là je te mets short side, donc du côté très court du drapeau, est-ce que tu arrives à la mettre? Ah non, mais tu vois, t'arrives pas à la mettre à moins de 5 mètres, donc là tu notes dans ta petite tête que là c'est interdit d'y aller, quoi. Et puis d'autre côté où tu lui mets un peu loin, il a pas l'impression que c'est la bonne zone, mais tu dis le chip il est facile, quoi, c'est le chip bateau. C'est juste vraiment... On installe nous des situations parce qu'on sait par expérience que les autres années ça nous est arrivé, on était là, et leur faire travailler ces situations-là. Ouais, tu veux dire que c'est autant pour leur mettre en évidence entre guillemets tout seul que soit c'est un chip facile alors que ils pensaient pas qu'il le serait, soit c'est un chip vraiment tu vois que tu loupes là, t'es mort alors que tu pensais peut-être pas que t'étais mort. Et autant que si la situation arrive, ils l'ont déjà fait aussi. Exactement. Donc c'est là le côté un peu psychologique, c'est que je vais pas leur dire là c'est mort, parce que ça ils vont le retenir et c'est des trucs, mais je vais leur lancer 2 balles et se dire tiens, chip sur ce drapeau là, et lui de lui-même il va se dire ok, ça là il faut pas être là. Et donc si c'est son intention à lui, il va plus s'en rappeler et il va peut-être moins avoir peur, mais il va automatiquement marger sur sa zone et que dit mon cadet il veut pas que j'aille là. Là il joue les 8 mètres à gauche exactement. Que tu lui as dit. On en parlait sur l'épisode précédent au niveau des bunkers, ça m'intéresserait d'avoir ton avis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé avec Hugo ou avec tes autres joueuses ou joueurs de volontairement vouloir jouer un bunker lorsque tu attaques un green ou lorsque tu l'es up, parce que te retrouver dans le bunker sera dans une meilleure position que te retrouver dans le rough par exemple? Carrément, oui, non, des fois ça va dépendre un peu le contexte, mais des bunkers, des par 5 par exemple, où tu peux balancer ton coup de bois dans le bunker devant et que la sortie elle est facile, il y a aucun problème. Là les joueurs à leur niveau ils ont dans les doigts un peu de finesse pour faire une sortie de bunker juste courte, une sortie de bunker un peu plus longue. Ils sont bons dans les bunkers. Des fois il vaut mieux être dans les bunkers que dans le rough où la balle tu vas pas savoir trop la faire, comment elle va sortir, comment elle va réaliser. T'as écouté les tontons golfeurs, toi?
Par exemple, au Natio au 14, tu vois, au 14, le bunker devant, il est 100 fois mieux que d'aller un peu long à droite du green et te retrouver dans le rough à droite avec la montée. Donc on va jouer, et c'est pour carrier évidemment l'entrée du green, mais si on est court dans le bunker, si le contact est pas très bon, on est là. Qu'on ait un bunker avec 5 mètres de drapeau ou 15 mètres de drapeau, les joueurs ils vont avoir dans tous les cas 3 mètres pour birdie, quoi. Ouais. Surtout sur le dernier tiers, entre guillemets, si t'as loupé peu, si t'es dans le dernier tiers du bunker. Parce que ce bunker, en l'occurrence, il est assez grand. C'est vrai que ne commencez pas à jouer. Sébastien, il a joué de bunker à gauche. On est bien. Et que t'es à l'entrée du bunker. Parce que là, la sortie, dans le fond du bunker. On se dit, on va chercher à prendre le green évidemment, mais si notre bois 3 et il carry 250 et qu'on a 240 pour l'entrée du green, ben on sait que même s'il touche pas très bien le bois 3, il va faire 230 et elle va aller dans le fond du bunker. Donc là, il y aura pas de souci. Évidemment, si ton coup de bois 3 il fait 180, tu vas te retrouver une sortie de bunker de 45 mètres. Là, c'est différent. Ça, c'est les sorties de bunker que nous on cherche à éviter. Ouais. Les petits bunkers. Donc, c'est ce qu'on mettait en avant. C'est effectivement, même pour les meilleurs joueurs du monde, les sorties, on va dire, entre 35, 40, 45, 50, par là, c'est un coup qui est très difficile. C'est souvent considéré un peu comme une erreur, une faute de stratégie. Donc, c'est souvent notre job à nous d'éviter ce bunker à 30, 40, 50 mètres. C'est un des coups les plus difficiles à faire. Et sur les par 4 que tu peux à peu près toucher en 1, par exemple, des fois tu as un petit bunker à 40-50 mètres, tu sais pas à quoi il sert. Et ben ton drive, il va atterrir pile poil ici. Donc là, on va dire attention, c'est soit on est sûr de passer ce bunker-là, soit on est certain de le passer, soit sinon on va jouer court de ce bunker. Mais le sortie de bunker 30, 40, 50, c'est un enfer. Alors, mes deux amis disaient tout à l'heure, ou Sébastien, que j'aimais beaucoup l'argent, mais je vais revenir sur le côté financier, moi, que je trouve assez intéressant. Comment se passe la rémunération d'un CAD? Bien évidemment, est-ce que vous avez un fixe? Est-ce que c'est à l'année? Les pourcentages, comment ça se passe? Parce que certaines personnes le sont, mais je pense que d'autres personnes aimeraient également savoir comment ça se passe. Alors, c'est un accord entre le cadet et le joueur. Donc, il n'y a pas vraiment de prix fixe. Honnêtement, c'est variable, hein. C'est entre le joueur et le cadet, suivant si c'est un top joueur, suivant si c'est le cadet, suivant l'expérience du cadet. On va dire les bas prix, c'est je peux te balancer des chiffres, hein, j'ai pas peur des chiffres. Les bas prix, c'est 1000, 1200 la semaine de fixe, donc on est payé à la semaine. Donc c'est 1000, 1200. Avec ça, toi de te débrouiller pour payer ton avion, ton hôtel, ta voiture de loc, ta bouffe, hein, sur la semaine. Donc à toi si jamais le joueur il rate le cut, il faut que tu essayes de faire un bénéfice là-dessus quand même. Et puis après il y a des fixes sur les gros joueurs. Les gros joueurs ils sont peut-être autour de 2005, 3000, ils payent leur cadet ce prix-là. Et puis après quand tu vas aux US, c'est à peu près ça. Les US, c'est à peu près $2500 la semaine minimum si tu veux vivre, parce que l'hôtel il va te coûter 1200$. Et puis après, t'as tous les à côté. Donc ça, c'est les prix, c'est le fixe, on va dire. Et du coup, quand le joueur il passe le cut, tu négocies un pourcentage. Est-ce que c'est 5, 7, 8, 10? Tout le monde à la télé dit, il va gagner 10%. Ouais, le vainqueur, il prend 10%. Mais après, derrière, c'est crescendo. C'est-à-dire que t'as un top 10. Est-ce que t'es à 7, 8%? Et t'es en dehors du top 10, t'es qu'à 5 ou 6%? Tu vois, ça fonctionne un peu à la carte, quoi. C'est chaque cadet et joueur qui décide. D'accord, donc clairement, par exemple, une semaine en Angleterre, le caddie va être payé 1200€. Si jamais, je sais pas, il fait une 20e place, il va prendre, le joueur va prendre 30 000€. Donc s'il y a 5%, donc c'est qu'il y a 1500 plus 2000 plus 1200, donc ça fait 2700€ de rémunération sur la semaine, sans compter bien évidemment les frais de déplacement, Exactement. tout ça. Voilà. C'est bien ça. C'est ça. Et après, il y a souvent des deals sur les billets d'avion quand tu es en long courrier. En général, c'est un deal moitié de billets d'avion, où certains joueurs prennent la totalité des billets d'avion sur dès que tu sors de l'Europe un petit peu. Voilà, c'est un peu ces trois curseurs-là qui sont dealés en fait, et c'est un accord. Il faut que ça soit, moi, que tous les copains qui sont cadets, je leur dis, soyez très clairs là-dessus, entre votre fixe, votre pourcentage et ça, parce que après c'est source d'embrouille par la suite. Donc tant que ça c'est acté, merci, au revoir, on fait, et puis après on avance. Mais
Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, à la main. C'est vrai, d'ailleurs, il y a des problèmes en interne, alors pas forcément toi, hein, mais avec des joueurs qui payent pas, etc. Oui, il y en a. Il y en a eu, mais c'est très rare, très 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 rare. Et le tour fait office de décideur en fait. Ils réunissent les joueurs et les cadets en disant voilà quel est le problème, qu'est-ce qu'il y a eu, ils écoutent les deux parties et puis ils font la médiation là-dessus. Ouais. On sait qu'il y a eu une histoire avec le cadet de. Il y a un Espagnol qui a gagné sur le Live il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, au début là, et c'était un amateur qui est passé. Je m'en souviens plus du nom, j'ai perdu le nom. Et bon. Chakara non, ou Puig c'est Chakara qui a gagné un peu et donc il a gagné 4 millions je crois. 4 millions sur le premier tournoi. Et les joueurs, eux, ce qu'il faut savoir, c'est quand ils gagnent de l'argent, après, ils sont imposés à la source. Donc ils sont prélevés de 10, 15, 20, 25% à la source de l'État où se joue le tournoi. Ça, il n'y a pas grand monde qui le sait. Donc quand le gars il a touché 4 millions, il a été prélevé de 25% de son prize fund, donc il a touché que 3 millions sur son compte en banque. Les 25%, c'était les taxes de l'État d'Angleterre, ou je sais plus où. Et normalement, nous, quand on négocie, on négocie sur le prix brut, sur le breakdown, sur les 4 millions. Donc son cadet devait toucher 400 000. Et là, il lui a fait un flanc pour baisser pour le faire payer après taxes et tout le bazar. Donc il lui a payé que 300 000 sur ses pourcentages. Et il a eu de droit de cause. Du coup, tu disais que l'association. Non, après il a plus voulu le payer les fixes parce que sur le livre les cadets sont logés, nourris, on va dire, et du coup il s'est dit bon écoute c'est bon, je te paye trop, c'est bon, débrouille-toi, on s'arrête. Donc ils se sont séparés 3-4 semaines après. Donc en fait t'as des petites histoires un peu comme ça, ça fait partie comme les joueuses asiatiques coréennes, elles sont réputées pour après un bon shift de 4, 5, 6 semaines quand ils doivent payer le cadet que sur du pourcentage en disant oh là là on te paye trop, je te paye trop, j'arrête, hop je prends un autre cadet. Donc donc pas très respectueux. C'est un peu paradoxal quoi. Après, si tu fais des bons résultats, comme tu es payé au pourcentage, c'est mieux. Plus tu payes ton cadet, mieux c'est pour toi, parce que ça veut dire que tu as eu des bons résultats. Bien sûr, ouais. Et pour parler un petit peu des anecdotes, justement, est-ce que tu as des petites anecdotes de cadéage, entre guillemets, ou des fautes que tu as pu commettre toi, des choses que tu as vues, voilà, c'est toujours un ami. Si tu rencontres un cadet qui te dit qu'il a jamais fait une erreur, c'est pas bon. On a tous fait des boulettes. J'ai fait une boulette avec l'A10 où elle me demande sur Emirates au 5 si son drive peut atteindre l'eau. Je dis non, jamais, c'est bon, on est tranquille. Et puis elle m'a mis un flush. Hop, la balle elle a roulé dans le bassin. Donc là, tu te tais quoi, tu te fermes ta bouche. Tu dis pardon Gladys, je ne recommencerai plus. Avancé. Tu pars en courant et tu dis c'est bon, je l'ai retrouvé. J'avance au bord de l'eau, puis je me retourne et puis elle est 80 mètres derrière moi, les bras comme ça, et puis là elle me parle plus après pendant un petit moment. Donc ça fait partie du jeu. Mais même avec Hugo cette année, le dernier tour de l'Écosse où je suis passé au travers du fait qu'ils avaient avancé le départ du 9. Ils ont avancé le départ du 9 de 1 par 3 de 22 mètres. Et j'arrive en dernier sur le départ, je demande à Hugo combien il y a de moins, il y a 7 mètres de moins, je prends le chiffre, tac, 197, ok on est bon, il y a un peu de vent, on calcule pour 197, et puis le visuel n'avait pas vraiment changé. Moi j'ai la tête dans le carnet, et il tape le shot, on finit évidemment derrière le green, quoi. Mais on s'en aperçoit pas tout de suite, ni lui ni moi, on n'a pas vu l'erreur. On arrive et puis après j'ai le cadet de l'autre joueur, il me dit vous avez joué combien comme distance? Je dis 197. Il dit il y avait 172, tu t'es trompé, ils ont avancé le départ. Donc là je lui dis écoute Hugo, je crois qu'on n'a pas vu que le départ était avancé, donc c'est pour moi, désolé. Donc voilà, des erreurs un petit peu comme ça. J'en avais fait une avec Greg Avray aussi où on s'est trompé de points sur le parcours, il y a des points de peinture, il y a des numéros, donc je me suis trompé et j'avais calculé 20 mètres de trop.
et il a mis son coup de fer, direct dans la tour télé, derrière. Donc ça. Ah mais c'est en soi c'est des points tellement pour que tu t'en rappelles comme ça. Alors c'est soit qu'il y en a tellement que je t'ai arrêté dans ta liste, soit c'est qu'effectivement c'est des points qui t'ont marqué ou finalement sur le nombre de coups de golf qui sont joués. Alors j'espère le moins possible pour les joueurs, mais qui sont tapés au long de l'année et sur toute la carrière de cadéage, ça reste quand même entre guillemets des anecdotes justement comme tu es en train de raconter. Et si t'écoutes des cadets anglais, ils en ont une valise d'anecdotes et eux ils vont te faire la réaction du joueur, ils vont te faire tout ça et tu les écoutes parler. Comment il s'appelle déjà le petit cas qui a cadé Nick Price pendant pas mal de temps, qui est fabuleux, Dave McNeely. Dave comment McNeely. Ouais, je sais plus qui lui, c'est exceptionnel, tu te poses, tu mets une pièce dans le jukebox et il te raconte des histoires, mais de tout, sur les parcours, pas sur les parcours, qui le concerne lui, qui concernait sa partie, ou les bières qui sont allés boire après, mais c'est à mourir de rire, Dave. À mourir de rire. Ouais, quand il a 60 ans ou 62 ans, je crois qu'il y a toujours 37 victoires sur le tour. Ça commence à faire. T'en as quelques-unes d'anecdotes. D'ailleurs, physiquement, tu le ressens parce que le sac, il fait à peu près combien de kilos? C'est quoi? C'est une question qu'on pose souvent. Je sais pas vraiment répondre parce que est-ce qu'on a les tenues de pluie, est-ce qu'on a les balles, est-ce qu'on est en reco? En reco, on a 14, 15, 16, 17 clubs des fois, donc le sac il est lourd. Mais je pense qu'il est entre 15 et 23, 25, ouais, suivant les cas. Mais personne n'est jamais venu avec une balance. En soit dans les housses, quand on voyage, c'est 23. Ouais, mais après en voyage, tu mets tes balles dans la valise, tu mets tes chaussures ailleurs, tu mets, tu bourres un peu, tu mets tous les clubs dedans. Donc il y a la housse aussi. Je sais pas trop. C'est pas très lourd. Ce qui est un peu plus chiant, c'est quand il y a du vent et qu'on peut pas garder le sac debout parce qu'on est obligé d'aller se baisser, d'aller chercher le sac en bas et de se remettre sur l'épaule, alors que quand il y a pas de vent, tu mets le sac droit. Tu fais attention, t'as un suivi notamment pour ton dos, préparation physique même pour ça. Je suis une bête physique, j'ai pas vu une salle de sport. On vous mettra des photos de Sébastien dans le lien. Sur le compte OnlyFans des tontons golfeurs. Non, je fais. Non, honnêtement, je touche un peu du bois là. J'ai juste fait une grosse chute à l'Open de France sans le sac. On est allé marcher avec Hugo après qu'ils aient annulé le programme. Ils ont annulé le programme à cause de la pluie. Et on est allé marcher le parcours et j'ai glissé, je me suis vautré sur le dos et j'ai toujours une petite douleur à l'épaule qui traîne un peu. Mais sinon, hormis ça, on n'a pas de, on a des physios, il y a des physios qui sont à disposition sur le tour si jamais on a un pépin. Mais bon, sinon ça va, on préfère tous porter le sac que tirer un chariot. Hein. Ça, c'est si vous demandez, il y a une grande question aussi qu'on nous pose. Mais pourquoi vous prenez pas un chariot? On prend pas un chariot pour avoir les deux mains libres, pour faire des shortcuts par-dessus les greens et tout ça. J'ai une pensée pour notre ami commun Olivier Elizondo qui a eu un chariot électrique en Autriche cette année avec Martin Couvrat parce qu'il était fatigué. Donc je ne préciserai pas que le parcours est un monstre physique même si on a un caddie et que du coup on est joueur et qu'on doit le marcher. Mais ici je voudrais juste rappeler qu'un caddie professionnel a déjà pris un chariot électrique. C'est Adam Stahl, c'est ça? Adam Stahl, il est horrible ce parcours. Nous, on le jouait aussi sur le Pro Golf Tour. Je me souviens qu'on prenait notre vrai sac et dans la housse de voyage, on prenait aussi un moonbag, donc un tout petit sac, parce qu'on n'avait pas de caddie. Et du coup, on switchait tout sur le moonbag pour cette semaine-là, où il y avait genre, pour un parcours comme ça, il y avait genre, 7-8 chariots électriques. Et tout le monde se battait, avait réservé un an à l'avance son chariot électrique pour essayer de faire cette semaine avec le chariot électrique. Ouais, pas évident. C'est des pistes de ski. Le 2, là. Ouais, je crois qu'on a 60 mètres de dénivelé sur un trou qui fait 290 mètres. Enfin, c'est vrai que c'est, entre guillemets, un parcours de chèvre. Ça monte, ça descend, mais c'est magnifique. Les paysages, le parcours est un très beau design, mais très dur. Mais ça n'excuse en rien à cette déception d'apprendre ça de la part d'Olivier. On se rapproche un petit peu de la fin de l'épisode. Quels sont tes meilleurs et pires souvenirs, si jamais tu y penses. Si jamais tu arrives à avoir une réponse, on va dire ton ou tes meilleurs souvenirs ou ton ou tes pires souvenirs en tant que caddie. Ça, c'est une question... après, tu as toujours les victoires. Tu as toujours les victoires où c'est des bons souvenirs. D'ailleurs, on n'a pas dit, tu as combien de victoires? J'ai 7 victoires. 7 victoires. Et bon, la dernière, elle remonte. Ça fait presque 10 ans maintenant. Donc...
serait temps de s'y remettre, hein, Hugo, petit message. Et non, c'est bien. Moi, j'ai eu ma fille avec moi une semaine où j'ai gagné. Donc j'ai une photo d'elle où elle me récupère le drapeau. C'est elle qui me récupère le drapeau. Donc ça, pour moi, c'est un super souvenir. Et après, les pires souvenirs, tu t'essayes de les effacer un petit peu, mais c'est beaucoup les voyages en fait. C'est beaucoup les voyages où tu batailles pour choper un vol, tu batailles pour choper une connexion. Ça c'est pas forcément agréable. Où t'es là, ton vol est en retard. On essaie de voler toujours les dimanches soirs après. Il y a 1 heure de retard, tu vas rater ta connexion et tu te retrouves bloqué parce qu'il y a de la neige et coincé à Amsterdam pendant 2 jours parce que tu as rien faire quoi, parce que t'as envie de rentrer et que les vols sont annulés. Les vols annulés quand tu rentres chez toi, encore quand tu vas sur un autre tournoi, t'es dans le truc, tu trouves toujours des solutions. C'est ça. Mais le vol annulé quand tu rentres chez toi, il y a rien de pire. Ouais, après 4 semaines pas chez toi ou tout comme ça. C'est un peu ça, les mauvais souvenirs, c'est ça. En ayant fait 3 potes au dernier. Pour le prix le 4 d'un, enfin pour bien magnifique. C'est ça. Bon, on pose nos petites questions à Sébastien pour finir. Alors, bon, en plus, toi, tu vas pouvoir avoir une belle réponse, je l'espère, sur la première. C'est quoi le plus beau parcours que tu aies joué ou quadayé, d'ailleurs? On va changer la question. C'est une bonne question, ça. Après, c'est difficile de faire un choix. Parce que, honnêtement, Fontainebleau, moi, c'est un de mes parcours préférés. Hein. J'ai joué, j'ai kiffé le parcours, l'atmosphère, un peu le cadre, un peu court. On parlait pas en France, hein, et forcément. après, derrière, si tu vas un peu, il y a Pinehurst, honnêtement. Pinehurst qui est un super parcours. Pinehurst, et sinon ça va être l'Australie, je sais plus c'est Royal Victoria le nom, ou je sais pas s'ils sont pas en ce moment, mais t'as les parcours de Lynx en Australie qui sont magnifiques quoi. Il fait toujours beau, il faut jouer velours, c'est tellement ferme qu'il faut savoir un peu manier la balle et penser un peu hors du tee quoi. Donc voilà, c'est un peu ces parcours là. Ok. Quelles sont selon toi les 3 plus belles valeurs du golf? Bon alors clairement c'est l'humilité hein. Clairement, c'est la valeur numéro 1, c'est il faut être assez humble. Hein. Ça c'est que tu sois n'importe quel statut de la société, t'es devant la balle, t'es tout seul face à toi devant la balle et là tu t'es à nu quoi. Donc il faut juste bien jouer, il faut être assez humble parce que tu t'as beau réussir 3 coups d'affilée correctement, le suivant c'est pas parce que t'en as fait 3 que ça va être velours à nouveau. Les 3 valeurs, il faut être humble, il faut être qu'est-ce que je pourrais mettre comme valeur? Alors pas forcément ce que tu dois avoir, mais qu'est-ce que le golf apporte par exemple comme valeurs qui sont pour toi voilà importantes dans la vie de tous les jours. Voilà, pourquoi tu mettrais tes enfants à jouer au golf, par exemple, pour telle ou telle déjà, valeur. ça t'apprend un peu de calme et de process un petit peu aussi, hein, au golf, quoi. T'es pas en train de courir partout comme au foot, où il faut y aller à fond, il faut être posé, mettre des bases, prendre du temps pour comprendre, prendre du temps pour se positionner, se mettre à l'adresse. Il y a tout un petit protocole, un petit process. Donc là, c'est assez constructif pour les jeunes. Donc ça c'est top quoi. T'es à l'air libre aussi. Hein, t'es en pleine nature. Donc malgré ce qu'on peut dire, il vaut mieux être au milieu d'un golf à l'air libre que dans une salle en train de jouer au handball. Hein. J'ai rien contre le handball, mais je préfère être dehors quoi. Ok, ça me va. Ça nous va. Et si tu pouvais changer une chose au golf, quelle serait-elle? La taille des trous. La taille des trous plus gros. Comme ça, les joueurs, ils seraient contents. Moi, j'aime bien la taille parce que je putte bien, donc ça va. Et Antoine aurait pu de métier. Mais honnêtement, c'est un peu lent, quoi. C'est un peu lent. À un moment donné, il faut envoyer, quoi. Jouer, on se met devant la balle, on envoie. Même si on rate la balle, c'est pas grave. Il faut que ça aille vite, quoi. Si on veut faire accrocher les jeunes, c'est un peu trop lent et t'as une phase où, ok, un peu plus fun le golf, un peu à l'américaine où tu peux prendre la voiturette, tu peux manger un bout sur le parcours, ça va vite, quoi. Ça te permet d'arrêter, Mais est-ce que tu penses pas que si les trous étaient plus grands, est-ce que tu penses pas que c'est juste ça reposerait le problème plus loin? C'est-à-dire que les gens à 15 mètres seraient beaucoup plus appliqués pour essayer de la rentrer vu que c'est possible. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est à un moment donné, c'est dans le swing quand tu vois des vidéos sur Insta et des trucs comme ça, les mecs qui passaient plombes à jouer, mais vas-y, mais si tu prends ton club, tu swings, t'en as pour 5 secondes au mieux, et puis voilà. Et puis, c'est tout, hein.
J'avais une dernière question, merci pour avoir répondu aux nôtres. Une dernière question, est-ce que tu trouves que les caddies manquent un petit peu de reconnaissance et de mise en avant? Moi, je trouve ça dommage que surtout lors des victoires, bon là, je sais que Rory, il a fait une innovation à son caddie sur le dernier tournoi, à la finale de la Rite, mais est-ce que tu trouves de façon générale, et moi je le pense, je trouve que les caddies devraient être plus mis en avant, surtout lors des victoires, devraient être rappelés avec le joueur, enfin voilà, plus comme une équipe. Ou est-ce que toi, la place que vous avez te satisfait et tu trouves ça normal et que tu ressens pas, entre guillemets, cette hiérarchie, entre guillemets, avec le joueur, même si elle est là? Alors c'est une question qu'on a souvent et honnêtement, nous on reste quand même les cadets, on n'a pas les pinceaux quand même dans les mains, et au moment où il faut envoyer la balle, le joueur, c'est le joueur qui décide. Donc oui, on a une partie de la performance, mais je pense que elle est à son juste niveau. La valeur que les gens ou les journalistes nous mettent dessus, et souvent ils nous disent vous êtes un peu dénigré, tout ça. Nous entre nous, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît, on est là et on sait qu'est-ce qu'on représente au sein des joueurs. Donc ça nous convient. On s'en fout un peu du regard du public. Donc pour moi perso, moi ça me va très bien. Au contraire, laissez-nous dans l'ombre, c'est parfait. Bon, très bien. Merci Seb pour tout cet épisode. Je vais, avant de conclure, et je pense que c'est notre ami Sébastien qui fera le petit mot de la fin, je lance Antoine sur les sponsors. Ouais, alors nous allons bien évidemment remercier Callaway de nous soutenir sur cet épisode et sur l'ensemble des épisodes depuis le début de la session. Autant Callaway que les putters Odyssey, je dis, parce que c'est important de bien putter. Entraînez vos puttings s'il vous plaît. Un grand merci également à Golf Planet, média digital que vous pouvez retrouver directement sur les sites internet ou les applications pour être au courant de toute l'actualité en temps et en heure. Et également un grand merci à notre nouveau partenaire Wally Golf Club Maker de nous aider pour développer notre podcast. Un grand merci à eux, un grand merci à vous trois. Et bien évidemment, si d'autres partenaires veulent se convier à cette belle aventure, ce sera avec grand plaisir. Un grand merci en tout cas à vous tous. Sébastien, Clément, cette fois-ci, mille merci de t'être joint à nous. On te souhaite une excellente saison l'année prochaine avec Hugo Cousseau, je l'espère. Et une première victoire. Et une première victoire également, parce que apparemment ça a très bien fonctionné. Donc Hugo est un excellent joueur et je suis sûr que vous allez faire des étincelles l'année prochaine. Donc je laisse maintenant le dernier mot de cet épisode à Sébastien Gros cette fois-ci. J'ai toujours le dernier mot, Seb, ici. Et merci beaucoup, Seb. J'espère que c'était cool, que tu as kiffé venir avec nous. On avait à cœur d'avoir, on essaie de faire différents métiers du golf et donc du coup, forcément, caddie professionnel de joueur professionnel, c'était très important pour nous. Donc merci à toi, Seb. Merci à vous, les gars. Merci forcément aussi à mes acolytes, Antoine et Kevin. Merci à vous toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous encourager en nous mettant des likes, des étoiles, à partager cet épisode avec vos amis, avec les gens que ça pourrait intéresser. Vous pouvez toujours nous contacter sur toutes les plateformes digitales, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, letontongolfeurs@gmail.com bien évidemment. Et puis on se retrouve mardi dans 2 semaines pour le 25e épisode des Tontons Golfeurs. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Salut.